Et si le silence que vous avez gardé pendant des années était soudain brisé par une vérité que personne n'attendait? Cette histoire raconte une fille discrète, oubliée par sa propre famille, qui a construit un empire dans l'ombre. Un soir de fête, tout bascule. Restez jusqu'à la fin, car vous ne devinerez jamais qui elle est vraiment. Le téléphone trembla dans ma main. Les paroles de mon père restaient suspendues dans le silence de la ligne. Valérie amène son petit ami à la fête d'anniversaire de ta mère. C'est quelqu'un d'important. Il parle bien. Il se tient correctement. Une pause délibérée. Et ton travail? Eh bien, ce n'est pas très agréable d'en parler. Il vaut mieux que tu ne viennes pas. Ma gorge se serra comme si des mains invisibles l'étreignaient. La ligne élégante de Seattle que l'on voyait depuis ma fenêtre de bureau, une vue que j'avais gagnée après des années de sacrifice, semblait soudain se moquer de moi. Je serrais le bord de mon bureau jusqu'à ce que mes jointures blanchissent, le contraste saisissant contre la surface en acajou poli que mon assistante avait jugé digne d'une cofondatrice d'entreprise. Que dites-vous? Ma voix sortit plus basse que je ne le voulais, un calme dangereux que je reconnaissais à peine. Ta venue à la maison ne ferait qu'embarrasser toute la famille, continua-t-il, sa voix s'aplatissant à chaque syllabe. Si tu insistes encore pour venir, ne m'appelle plus ton père. L'appel se coupa avec un léger clic qui résonna pourtant plus fort qu'un claquement de porte. À cet instant, une notification de transaction apparut sur l'écran de mon application bancaire. Le paiement mensuel automatique de 39 768 $ pour les services publics de mes parents que j'avais payé sans un seul mot de reconnaissance. Je m'appelle Élise Laurent, j'ai 30 ans et je suis la cofondatrice silencieuse d'une entreprise de technologie énergétique durable appelée Groupe Élite. Voici l'histoire de comment j'ai enfin obligé ma famille à me voir. J'avais toujours cru que la famille était tout. En grandissant dans notre petite ville en périphérie de Seattle, j'étais devenue experte pour me fondre dans l'arrière-plan, m'effacer sur les photos de famille, payer discrètement les factures, pendant que ma sœur Valérie profitait de l'adoration parentale. À la maison, elle était la star. Ses remises de diplômes, ses promotions, même ses ruptures, devenaient des événements familiaux. Pendant ce temps, j'avais construit une entreprise de plusieurs millions de dollars, que mes parents décrivaient encore comme Élise qui s'amuse avec des ordinateurs quelque part dans la tech. La douleur de leur indifférence était devenue si familière que j'avais cessé de la reconnaître comme telle jusqu'à maintenant. Depuis 2 ans, je payais silencieusement les factures d'électricité, d'eau et d'internet de mes parents. Cela avait commencé par un appel plaintif de ma mère à propos des coûts en hausse et d'un revenu de retraite insuffisant. « Si tu pouvais nous aider un peu, cela signifierait beaucoup », avait-elle dit, sa voix s'adoucissant dans ce ton familier qui précédait toujours une demande. J'avais accepté, pensant que ce serait temporaire, mais le temporaire était devenu permanent. Chaque fois que je demandais si Valérie contribuait, les esquives de ma mère devenaient un scénario prévisible. Ta sœur participera la prochaine fois, où elle couvre les frais médicaux de ton père. Je savais que rien de tout cela n'était vrai, mais je souriais et continuais à envoyer l'argent. Près de 400 $ par mois, sans plainte ni reconnaissance. Alors que je fixais mon application bancaire et que l'historique des transactions défilait, quelque chose se durcit en moi. Pas du chagrin ni de la fureur, juste une certitude froide. J'avais passé des années à être invisible, croyant que ma fiabilité discrète finirait par me valoir de la reconnaissance. Au lieu de cela m'avait valu l'exil de la fête d'anniversaire de ma mère, parce que je ne correspondais pas à leur image préférée d'une fille réussie. Mes doigts bougèrent délibérément sur l'écran, naviguant jusqu'à la section des paiements automatiques. Un par un, je sélectionnais chaque paiement de service. Électricité, eau,
Internet et les annulais, pas par vengeance, mais par préservation de soi. La seule chose qu'il ne m'avait pas encore prise était mon respect de moi-même. Lorsque j'appuyai sur le bouton de confirmation finale, ma main trembla. Lorsque j'appuyais sur Dérifiante, que je choisissais enfin moi-même, après 3 décennies à les choisir eux. Une semaine plus tard, ma mère m'envoya un message. Je viens de recevoir un avis que la facture d'Internet est due. Peux-tu t'en occuper? Aucune mention des paroles de mon père, aucune excuse, juste une nouvelle demande. Je lus le message, posai mon téléphone et retournai à l'examen des projections trimestrielles pour la nouvelle initiative solaire de notre entreprise. Mon silence n'était pas une déclaration, c'était simplement tout ce qu'il me restait à donner. Cette nuit-là, je rêvais de la maison de mon enfance. Mais dans le rêve, je ne trouvais pas ma chambre, comme si même dans mon subconscient, je n'avais pas de place là. 2 semaines passèrent. Mon père appela, puis laissa un message vocal. La compagnie d'électricité appela aussi. La facture de ce mois n'a pas été payée. Que se passe-t-il? Aucune inquiétude, aucune référence à notre dernière conversation. Je l'écoutai une fois, puis posai mon téléphone face contre le bureau. L'anniversaire de ma mère arriva exactement 3 semaines après que mon père m'eût dit de ne pas rentrer à la maison. J'imaginais la scène, son poulet rôti préféré, le gâteau de sa pâtisserie favorite, les proches rassemblés autour de la table de la salle à manger. Tout le monde, sauf moi. La même table où j'avais passé 25 ans à accepter des miettes d'attention, pendant que Valérie se régalait de louanges et de questions sur quand elle se marierait, tandis que je recevais des regards en coin et des murmures sur pourquoi j'étais encore célibataire malgré mon intelligence. À exactement 6 heures, mon téléphone s'alluma avec le nom de ma mère. Je le regardais sonner jusqu'à ce qu'il s'arrête. Mon père appela ensuite, puis Valérie. 3 appels en moins de 10 minutes. Je les laissais tous passer, ne ressentant qu'un calme creux, en contemplant les nuages d'orage qui s'amoncelaient. Les messages commencèrent à arriver 10 minutes plus tard, venant de maman. « Élise, l'électricité a été coupée. Toute la maison est dans le noir. S'il te plaît, paie la facture pour papa. Pas d'eau, on ne peut pas cuisiner. Occupe-t'en maintenant. And there, de Valérie. L'Internet est coupé, les invités arrivent. S'il te plaît, règle ça d'urgence. » Je jetai un coup d'œil à l'horloge. 17h12. Exactement 3 semaines depuis que j'avais annulé les paiements automatiques. 3 semaines depuis que mon père m'avait dit de ne plus l'appeler papa. Et maintenant, au milieu de la fête, alors que j'avais été jugée trop embarrassante pour y assister, tout s'éteignait. Électricité, eau, Internet, chacun disparaissant précisément au moment où l'on en avait le plus besoin. Je ne répondis pas. Il n'y avait rien à expliquer. Je restais simplement assise, faisant tourner ma tasse de café entre mes paumes, en regardant les gouttes de pluie tracer des chemins irréguliers sur ma fenêtre. À cet instant, je réalisais qu'il ne m'appelait pas parce qu'il me manquait. Il m'appelait parce qu'il ne restait plus personne pour porter leur poids. À 18h, mon téléphone vibra sans arrêt avec des messages de membres de la famille élargie. Je lus chacun d'eux sans répondre, non parce que le silence signifiait l'accord, mais parce que j'étais fatiguée d'expliquer qui j'étais à des gens qui choisissaient toujours la voix la plus forte, plutôt que la vérité plus discrète. L'écran s'alluma à nouveau. Tante Sophie, la seule parente qui prenait encore le temps de me regarder dans les yeux quand cela comptait. Elle appelait via une ancienne application vidéo que seuls elle et moi utilisions encore. Je décrochai à la 2e sonnerie. Son visage apparut, partiellement caché par la lumière chaude et jaune de la cuisine derrière elle. Une cuisine que je connaissais intimement, chaque carreau fissuré,
chaque porte de placard qui grinçait. Mais ce soir, elle semblait différente, remplie de rires gênés et de conversations forcées. « Tu ne vas pas payer, Élise ?» Son ton était doux, interrogateur plutôt qu'accusateur. Je rencontrais son regard à travers l'écran. « Tu sais, tante, c'est papa qui m'a dit de ne pas venir. Il a dit que si j'insistais pour me présenter, je ne devais plus l'appeler mon père. » Elle se tut. Derrière elle, la pièce explosa en chaos. La voix de ma mère coupa à travers le bruit. « Dis-lui que j'ai honte d'elle. Le jour de son anniversaire en plus, comment a-t-elle pu faire ça ? » Mon père, sec et impatient. « Ce n'est pas si grave, c'est juste payer quelques factures. Quelle sorte de fille se montre mesquine pour de l'argent ? Un oncle, pauvre Valérie, qui doit supporter une sœur comme ça. » Des pas approchèrent. Valérie apparut derrière tante Sophie, les bras croisés sur la poitrine, les lèvres tordues d'agacement. Elle a même décroché l'appel. Maman pleure toute la journée. Est-ce qu'elle s'en soucie seulement ? Franchement, aucune honte. Je restais silencieuse, regardant cette performance se dérouler comme une pièce que j'avais vue trop de fois. J'étais sur le point de raccrocher quand un autre visage apparut au bord de l'écran. Un jeune homme aux cheveux parfaitement coiffés et vêtu d'un costume sombre. Il me jeta un regard, puis fit un double take, son expression passant de la confusion à la reconnaissance. « Hey boss !» dit-il, sa voix craquant légèrement, comme s'il n'était pas sûr que ces mots appartenaient à ce contexte. Je me figeai, serrant instinctivement mon téléphone plus fort. Je n'avais pas prévu cette collision de mondes, pas le soir où j'avais été jugée trop honteuse pour assister à un rassemblement familial. Je l'étudiais un moment, avant que tout s'éclaire. Bien sûr, c'était Lucas Moreau, l'un des nouveaux ingénieurs seniors de notre branche Sud, qui avait été transféré au siège de Seattle il y a seulement 3 mois. Nous avions échangé des emails à propos du projet de batterie renouvelable. Il m'avait envoyé des rapports détaillés, mais je n'avais aucune idée qu'il était le petit ami de Valérie, celui que tout le monde essayait d'impressionner. La pièce derrière tante Sophie devint silencieuse. Je la vis jeter un coup d'œil par-dessus son épaule, alors que des murmures commençaient à se propager dans la cuisine. « Attends, qu'est-ce qu'il vient d'appeler Élise ? Boss, ça veut dire qu'Élise est la patronne du petit ami de Valérie ? Et zlasta !» Les murmures s'amplifièrent, se chevauchant dans la confusion. Je restais immobile, ni confirmant ni niant, attendant simplement que le moment se déroule. Le jeune homme se redressa, regarda au-delà de la caméra vers les autres dans la pièce et parla clairement. « Au cas où vous ne le sauriez pas, je travaille au groupe Élite. Mademoiselle Élise Laurent est l'une des cofondatrices de l'entreprise. » Sa déclaration coupa à travers le bruit des assiettes et des murmures. Plongeant la pièce dans un silence stupéfait, je pressai mes lèvres, offrant un léger hochement de tête de confirmation. Il retourna son regard vers l'écran, les yeux écarquillés d'appréhension. « J'espère que ta grande présentation se passe parfaitement, » dis-je d'une voix égale. Puis je terminai l'appel. Cette nuit-là, je dormis profondément, pour la première fois depuis des années, pas par satisfaction, mais parce que le poids de l'invisibilité s'était enfin levé. Il m'avait vu, non pas comme il voulait que je sois, mais comme j'étais vraiment. Quand je fermais les yeux, je pouvais encore voir leur visage. L'un s'était complètement effondré. Le lendemain matin, avant que la lumière du soleil ne filtre complètement à travers mes stores, je vérifiais mes emails comme d'habitude. Parmi les rappels de réunion et les notes comptables se trouvait un nom que je ne reconnus pas immédiatement, Lucas Moreau. Je l'ouvris. « Je suis désolée. Je ne savais pas que vous étiez la sœur de Valérie. Je vous ai toujours respectée dans l'entreprise. » Là-haut, je haussai un sourcil, m'appuyant contre la tête de lit, en continuant à lire. Lucas expliqua son choc en découvrant notre lien familial. Selon son email, Valérie m'avait décrite comme une réceptionniste
qui aidait avec la paperasse de l'entreprise technologique et n'avait jamais mentionné mon rôle de direction. Puis, sans détour, il écrivit « Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit comme ça. Je vais mettre fin à cette relation. Merci de ne pas m'avoir mis dans l'embarras devant tout le monde. » Je posai mon téléphone sur ma poitrine et fermai les yeux brièvement. Après quelques minutes, je rouvris ma boîte de réception et tapa une réponse mesurée. « Lucas, c'est votre affaire. Je n'attends de personne qu'il prenne des décisions pour rester dans mes bonnes grâces. Réfléchissez bien avant de faire quoi que ce soit. Et pour info, je ne mêle pas la famille au travail. » J'appuyais sur envoyer. Aucune explication supplémentaire n'était nécessaire. Certaines choses, une fois clarifiées, n'exigent rien de plus. Vers 10 heures, alors que je terminais une réunion avec les chefs de département, mon téléphone vibra. Le nom de Valérie apparut à l'écran. Je refusai l'appel, non par colère, mais parce que j'en avais assez des excuses qui n'arrivaient qu'après que tout se soit effondré. En moins de 5 minutes, un message arriva. « Je suis désolée, je ne pensais pas que Lucas changerait comme ça. Tu es sa patronne. Si tu disais quelque chose, je suis sûre qu'il écouterait. S'il te plaît, parle-lui, demande-lui de revenir vers moi. » Je marchais jusqu'à la fenêtre du couloir, contemplant la ligne de Seattle, en composant ma réponse. Lucas n'est pas parti parce que je lui ai dit de le faire. Il est parti à cause de la façon dont tu vis, de la façon dont tu traites les gens, de la façon dont tu regardes de haut ce que tu ne comprends pas et de la façon dont tu assumes toujours qu'avec une voix assez douce, tu peux manipuler n'importe qui. Après l'avoir envoyé, je retournai à mon bureau, mais à peine 1 minute plus tard, un autre message apparut. « Je sais que j'ai tout gâché. Cette fois, je le pense vraiment. Je vais changer. S'il te plaît, crois-moi. Juste cette fois. » Je lus le message, ne ressentant rien remuer en moi, et supprimai doucement le message. Non parce que je ne m'en souciais pas, mais parce que j'avais enfin compris. Parfois, la distance entre deux personnes n'est pas dans l'excuse elle-même. Elle est dans le moment où l'excuse arrive. 2 semaines plus tard, j'entendis via les canaux de l'entreprise que Lucas avait demandé un transfert de retour vers notre branche sud. Je l'approuvai immédiatement, sans poser de questions. 1 semaine plus tard, je rentrais du travail et trouvais mes parents debout sur le porche de ma maison, chacun tenant une petite valise, leur visage tiré par l'épuisement du voyage. Je ne demandais pas pourquoi ils étaient venus. Ce n'était pas une visite désinvolte. J'ouvris simplement la porte et les invitai à l'intérieur, ne voulant pas avoir la conversation inévitable où les voisins pourraient entendre. Nous nous assîmes dans mon salon, la vapeur s'élevant encore du thé que j'avais préparé. Mon père parla en premier, s'excusant d'un ton plus calme que d'habitude. Ma mère ajouta qu'ils étaient peu, être allés trop loin, que les choses n'auraient jamais dû en arriver là. Je restais silencieuse, écoutant pour déterminer si ces excuses marquaient une fin ou un début. Comme je m'y attendais, le ton de mon père changea progressivement. Nous sommes une famille, Élise, et la famille s'entraide. Nous t'avons élevée, nous t'avons envoyée à l'école. Tout ce que tu as maintenant, une partie vient de nous, n'est-ce pas ? Je le regardais, l'expression neutre, mais ma posture se redressant presque imperceptiblement. Puis ma mère parla, sa voix douce, comme si elle suggérait quelque chose de tout à fait raisonnable. Si tu pouvais peu, être nous envoyer environ $2000 par mois, juste un peu de soutien. Ce n'est pas grand-chose pour quelqu'un comme toi. J'étudiais les 2 personnes assises dans mon salon, les mêmes personnes qui m'avaient exclue d'un rassemblement familial parce qu'elles me trouvaient embarrassante. Maintenant, elles étaient assises chez moi et mettaient une valeur monétaire sur leurs excuses. $2000 par mois parce que j'étais leur fille. Apparemment, l'une des amies de Valérie avait mentionné avoir lu dans un magazine tech que le groupe Elite venait de boucler une nouvelle levée de fonds de $47 millions en capital risque. Et soudain,
J'étais digne d'une réconciliation. Un petit rire involontaire m'échappa, pas fort ni moqueur, mais celui qui surgit quand quelqu'un raconte une histoire qui défie la logique. Mes parents me regardèrent avec expectative, comme s'ils attendaient que je hoche la tête en signe d'accord, mais je n'étais pas en colère. J'étais allée trop loin pour cela. Je me penchai en arrière dans mon fauteuil, la voix ferme. Et Valérie, combien contribuera-t-elle chaque mois? La pièce sembla s'arrêter, l'air devenant dense. Mon père jeta un regard à ma mère, qui répondit prudemment, sa voix baissant légèrement. Le travail de ta sœur est encore instable, et la rupture avec Lucas l'a affecté. Je hochai doucement la tête, sans surprise. Les mêmes excuses reconditionnées dans un langage compatissant, mais finalement juste des esquives. Je levai mon regard, les regardant directement. Si elle accepte de vous soutenir avec 2000 $ par mois, je ferai de même. Pas plus, pas moins. Ils me fixèrent, essayant de déterminer si j'étais sérieuse. Je continuai calmement. Ou si vous voulez que je prenne la totalité, j'aurai besoin de quelque chose par écrit, un accord légal confirmant qu'après votre décès à tous les deux, la maison m'appartiendra entièrement. Je restai assise immobile après cela. Aucune pression, aucune explication supplémentaire, juste attendre de voir comment il réagirait maintenant que pour la première fois, j'établissais des conditions pour ce qu'ils avaient toujours considéré comme mon obligation. Le silence se fit sentir comme une présence physique entre nous, lourd de 30 années d'attente inexprimée. Dès que j'eus fini de parler, un lourd silence s'abattit. Mon père se leva soudain, frappant sa paume sur la table en bois dur et renversant le thé à sa surface. Son cri résonna dans la pièce, sa poitrine se soulevant de rage. « Tu imposes des conditions à tes parents. Nous t'avons élevé pendant plus de 20 ans et maintenant, tu veux nous compter chaque centime comme ça? Quelle vie mènes-tu, hein ?» Il cria si fort que j'étais certaine que mes voisins avaient entendu chaque mot. Mais je ne bougeais pas ni ne tressaillis. Je restais simplement assise, les mains posées sur les accoudoirs, le regard ferme, pas froid, mais plus doux. J'attendis qu'il termine avant de me lever avec précaution. Ma voix sortit basse et calme, pourtant assez claire, pour traverser le chaos qu'il avait créé. Je pense que vous devriez tous les deux quitter ma maison. Yue, ce n'était pas une menace, ni dit avec colère. Simplement une demande de quelqu'un qui avait atteint les limites de ce que le respect pouvait endurer. Personne ne dit rien d'autre, seul le bruit des valises traînées sur le parquet et la porte se refermant derrière eux, plus silencieuse que tout ce qu'ils avaient laissé inexprimé. Après leur départ, je restais debout à la fenêtre, les regardant s'éloigner, et réalisais que la douleur familière dans ma poitrine, celle que j'avais portée pendant des décennies, avait enfin commencé à s'estomper. Cela fait 2 ans que je ne les ai pas vus. Je n'ai pas bloqué leur numéro, changé mon email, ni complètement coupé les ponts. J'ai simplement arrêté de tendre la main et j'ai attendu. Attendu de voir s'ils me considéraient encore comme de la famille, une fois que je ne remplirais plus mon rôle de soutien silencieux. Au cours de ces 2 années, il n'y a eu aucun appel demandant comment j'allais, aucune reconnaissance d'anniversaire, pas même un simple « Comment vas-tu ?» Valérie a essayé de me contacter une fois, 6 mois après la visite de nos parents, en demandant une recommandation pour un emploi. J'ai poliment refusé. Je croyais autrefois qu'il changerait, mais j'ai réalisé que tout le monde ne change pas, surtout ceux qui n'ont jamais reconnu qu'ils avaient tort en premier lieu. Et je vis toujours ici, je travaille, et je poursuis mes journées. La seule différence est que je ne me permets plus d'être un distributeur automatique émotionnel, prêt à donner et à être endommagé au nom de l'obligation. J'ai commencé à construire des relations avec des gens qui me voient clairement, des collègues qui valorisent mes idées, des amis qui appellent juste pour prendre des nouvelles, même quelqu'un de spécial qui me regarde avec un intérêt sincère plutôt qu'une attente. S'il y a une chose que j'ai apprise, c'est que la famille n'est pas un endroit où les gens peuvent exiger de la gentillesse et l'appeler amour.
La vraie famille est là où vous êtes valorisé en tant que personne, pas comme un portefeuille, un plan de secours ou une dernière ressource quand tout le reste échoue. Avant de clore ce chapitre, j'aimerais poser une question. Avais-je tort? Tort de refuser 2 000 $ par mois à des parents âgés qui m'ont élevé? Je croyais autrefois que ma famille pouvait tout réparer. Mais après avoir été traitée comme une étrangère dans ma propre maison, plus de fois que je ne peux les compter, j'ai choisi de me lever et de briser le cycle. Étais-je trop froide? Peut-être. Ou peut-être apprenais-je enfin à me valoriser au bon moment. Merci d'avoir écouté l'histoire d'aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour soutenir la chaîne. On se retrouve dans la prochaine histoire.